satisfaction sur la politique internationale si au niveau de la politique intérieure, c'est un chaos. Effectivement, cette diplomatie a porté ce fruit. Madame, rappelez-vous bien que dans des situations comme celle-ci, la solidarité internationale est un élément qui peut aider, qui peut peser au fait dans la balance. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Écoutez, assumez-vous. Moi, je ne suis pas rwandais. Assumez-vous. Assumez-vous. Des sanctions internationales contre Kigali. Est-ce que la diplomatie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a porté ses fruits? Possible formation du gouvernement d'union nationale annoncée par le président de la République lors de sa rencontre avec le député sénateur de l'Union sacrée. Quel format pour ce gouvernement? La politique internationale n'est que conséquence de la politique intérieure. Il ne peut pas y avoir satisfaction sur la politique internationale si au niveau de la politique intérieure, c'est un chaos. Effectivement, cette diplomatie a porté ce fruit. Madame, rappelez-vous bien que dans des situations comme celle-ci, la solidarité internationale est un élément qui peut aider, qui peut peser au fait dans la balance. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Écoutez, assumez-vous. Moi, je ne suis pas rwandais. Assumez-vous. Assumez-vous. Si vous avez un camp politique, assumez-le. J'ai été candidat, les gens savent où j'étais. Non, mais écoutez, voilà. Mais vous savez, il ne faudrait pas continuer à jouer à cache-cache. J'ai été candidat. Il est analyste, il a dit qu'il était analyste. J'ai été candidat. Non, je pense que c'est suffisant. Mais je peux aussi dire qu'il est soutien de Félix Tshisekedi. On va pas. C'est parti pour 60 bonnes minutes de décryptage de l'actualité en République démocratique du Congo avec votre magazine Le Duel. Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance et bienvenue à ce nouveau numéro. Deux thématiques au programme. D'abord, des sanctions internationales contre Kigali. Est-ce que la diplomatie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a porté ses fruits? On va réfléchir avec nos invités sur cette question. Et en deuxième lieu, vous le savez certainement, plausible formation du gouvernement d'union nationale annoncée par le président de la République lors de sa rencontre avec le député sénateur de l'Union sacrée. Quel format pour ce gouvernement qui doit normalement inclure opposition et majorité? Voilà donc l'ossature du duel d'aujourd'hui. 60 minutes pour décrypter l'actualité avec deux invités sur ce plateau. Faustin Chimanga, il est communicant du LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Bienvenue sur le plateau du duel. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, juste en face de vous, nous sommes également avec un cadre analyste politique, Ben Bryant. Bienvenue également. Merci madame, merci de l'invitation. Alors, bienvenue à vous deux encore une fois de plus. Et nous allons commencer le débat avec la première thématique pour cette émission. Comme j'étais en train de le dire tantôt, des sanctions internationales contre Kigali. En toile de fond, nous avons d'abord déjà les sanctions des États-Unis d'Amérique contre James Kabarebe, ministre d'État rwandais, et puis Laurence Kanyuka, porte-parole du M23. On va revenir en images et commentaires sur ces sanctions et on revient juste après pour commenter. Le bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a imposé des sanctions à James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, et à Laurence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo. James Kabarebe est accusé de jouer un rôle central dans le soutien du Rwanda au M23, les groupes armés désignés comme entité terroriste par les États-Unis et les Nations Unies. Le M23 a étendu son territoire sur plusieurs territoires dans l'est de la RDC et s'est rendu coupable des violations graves des droits de l'homme. Laurence Kanyuka Kingston est quant à lui membre éminent du M23 et porte-parole de l'Alliance Fleuve Congo. En plus des sanctions individuelles contre ces derniers, les bureaux des contrôles des avoirs étrangers américains a également sanctionné deux de ces sociétés enregistrées au Royaume-Uni et en France. Fin janvier, les forces terroristes du M23 et les forces de défense rwandaises avaient, lors d'une offensive à Goma, perpétré un carnage qui aura coûté la vie à des milliers de civils. Le sous-secrétaire par intérim du Trésor américain a affirmé que cette mesure vise à responsabiliser les principaux acteurs
tels que James Kabarebe et Kanyuka, impliqués dans l'instabilité provoquée par les RDF et les M23 en RDC. Il a également réitéré l'engagement des États-Unis en faveur d'une issue pacifique à ces conflits. Face à cette situation, la diplomatie congolaise a intensifié ses efforts pour obtenir justice et mettre fin à l'agression rwandaise. Le gouvernement congolais a multiplié les démarches auprès des institutions internationales, notamment les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne, afin d'obtenir des sanctions contre les responsables et de mobiliser un soutien en faveur de la stabilisation de l'Est du pays. Ces efforts diplomatiques ont contribué à sensibiliser la communauté internationale sur la situation en RDC et à faire pression pour des sanctions concrètes contre les parties impliquées dans cette crise. Les sanctions imposées par l'OFAC impliquent les gels des avoirs des personnes et entités concernées aux États-Unis, ainsi que l'interdiction pour tout citoyen ou entité américaine de faire affaire avec elles. Ces mesures visent à limiter les activités financières et opérationnelles du M23 et ses soutiens dans l'espoir de freiner leur progression en RDC et de favoriser un processus de paix durable dans la région. Alors nous venons de suivre là justement cet élément qui a retracé un peu l'ossature de ces sanctions contre James Kabarebe et puis Laurence Kanyuka. Je vais commencer par vous, Monsieur Ben Bryant. La première question déjà, des sanctions internationales contre Kigali, des sanctions du reste refutées par le pays de Paul Kagame. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le balai diplomatique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a porté ses fruits? Merci de cette question, elle est importante. Je l'aurais dit autrement. Il ne s'agit pas simplement du balai diplomatique du président Tshisekedi, il s'agit de la diplomatie de la République démocratique du Congo. Donc ici, essayons de mettre le pays en avant parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai que le pays a des animateurs et en ce moment, c'est le président Tshisekedi aux affaires. Mais effectivement, cette diplomatie a porté ce fruit. Madame, rappelez-vous bien que dans des situations comme celle-ci, la solidarité internationale est un élément qui peut aider, qui peut peser au fait dans la balance. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous avez ces sanctions américaines contre deux personnalités importantes du régime Kagame d'abord, mais aussi deux personnalités importantes dans le trouble sécuritaire que nous avons dans l'Est de notre pays. Monsieur Laurence, on sait l'influence qu'il a au M23, on sait comment il manigance via son réseau le blanchiment de minerais sales, justement qu'il pille dans l'Est de notre pays. Et puis nous savons aussi comment il contribue à la propagande kigalienne, si vous voulez, la propagande rwandaise en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et James Kabarebe, on n'a plus besoin de parler de lui. Lui, c'est l'interface entre Kagame et ce proxy qui sont le M23, l'AFC et tout ce que vous voulez. Donc je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, on se rend compte que finalement la propagande rwandaise s'est essoufflée, elle s'est estompée. Aujourd'hui, le fallacieux prétexte du FDLR, le FDLR qui serait en backstage au Congo ne marche plus, les fallacieux prétextes de la maltraitance ou si vous voulez de la stigmatisation de Tutsi congolais ne marche plus. En fait, il n'y a plus rien qui marche aujourd'hui. La communauté internationale, puisque vous savez que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire, hein, donc la République démocratique du Congo ne peut plus vivre toute seule de manière isolée, et on le voit d'ailleurs partout, tout le conflit au monde intéresse finalement cette communauté internationale. Et oui, aujourd'hui, ces sanctions que nous avons appelées de tous nos voeux d'ailleurs, hein, parce que ce sont des instruments qui sont à la portée justement de cette communauté internationale via ces organisations. Vous avez par exemple le Conseil de sécurité des Nations Unies qui lui aussi a pris une résolution assez importante. Ces sanctions, je peux le dire, vont dans le sens de ce que nous avons toujours souhaité et effectivement c'est une dynamique qui commence à porter ce fruit et nous ne nous cachons pas de nous en satisfaire. Alors, je vais prendre aussi votre co-débatteur. Est-ce que vous êtes du même avis, justement, comme le disait Monsieur Bryant, est-ce que vous pensez aussi que c'est le balai diplomatique du chef de l'État qui a porté les fruits? Vous savez, il faudrait mettre à l'avant, j'ai cru entendre notre compatriote dire qu'il fallait mettre en avant le pays, je veux mettre en avant le pays pour vous dire que la politique internationale n'est que conséquence de la politique intérieure. Il ne peut pas y avoir satisfaction sur la politique internationale si au niveau de la politique intérieure c'est un chaos. Il faudrait beaucoup plus dans cette crise nous regarder entre nous, nous regarder en face et nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché
qu'est-ce qui a réellement marché, au lieu de se concentrer sur ce que les tiers peuvent faire pour la RDC. Nos pères de l'indépendance nous ont légué la RDC, ils ne nous ont pas légué une diplomatie. La RDC existe avant la diplomatie de la RDC. Donc vous pouvez comprendre là qu'il faudrait se focaliser sur comment la politique au niveau interne est organisée, se focaliser sur comment la politique est exercée, avec quels résultats en termes de la gestion du pays, en termes de la sécurisation du peuple congolais. Il faut se concentrer là. Il faut d'abord interroger en interne qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi on est arrivé jusqu'au point où Goma est prise, le Grand Kivu est prise en général, peut-être bientôt d'autres villes. Il faudrait faire attention à vouloir embrasser la rhétorique du gouvernement. Pourquoi je dis il faut faire attention? Parce que c'est teinté d'une certaine volonté d'aveugler les Congolais, d'une certaine manière. Parce que vous savez, la politique intérieure, je peux même m'autoriser de dire, est plus importante que la politique extérieure. Parce que les États-Unis n'ont pas pour mission de sécuriser la RDC, l'Union européenne n'a pas pour mission de sécuriser la RDC. Ceux qui ont pour mission de sécurisation de la RDC, c'est le gouvernement congolais, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a la mission. C'est ce qui s'est fait sur le terrain. Non, si c'était fait, on n'allait pas avoir Goma prise, madame. Si vous n'êtes pas au courant, Goma est prise. Donc Goma n'est pas sous la gestion actuelle du gouvernement de Kinshasa. Donc vous comprenez qu'ils n'ont pas fait leur travail. Conséquence, Goma est prise. Conséquence, Bukavu est prise. Donc madame, je vais en finir là. Vous savez, il faudrait beaucoup plus interroger la gouvernance au niveau interne avant de dire quelles miettes on nous a envoyées par la communauté internationale, quelles miettes on nous a envoyées par les États-Unis. On veut se contenter des miettes, des sanctions, pendant que nous savons qu'au niveau interne, la politique interne est chaotique. Il faudrait interroger cet aspect-là avant d'interroger la politique internationale. Je veux revenir vers vous justement parce que, en tant que votre co-débatteur, il estime clairement que ces sanctions internationales ne peuvent pas avoir un impact positif sur la situation de l'Est. Mais j'aimerais quand même ajouter une question, bien sûr que vous allez réagir par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, ces sanctions contre Kabarebe et puis Kanyuka peuvent être en faveur de la République démocratique du Congo par rapport à la situation de l'Est? Bien sûr qu'elles sont en faveur de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on est en train de sanctionner ici l'agressé, ça veut dire qu'on est en train de prendre parti, si vous voulez, pour si on est en train de sanctionner l'agresseur, ça veut dire qu'on est en train de prendre parti pour l'agressé. C'est de ça qu'il s'agit. Je crus comprendre dans votre présentation que vous avez présenté mon frère Chimanga comme étant communicant du LGD qui appartient au Premier ministre Matata Mponyo, l'ancien Premier ministre, je voulais dire. Mais M. Matata, lorsqu'il est Premier ministre entre 2012 et 2013, Goma est tombé. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on récupère Goma en 2012, en 2013? On ne s'est pas battu. Je connais très bien l'histoire à cette époque-là. On est allé encore aux négociations. Et puisque vous savez que ce n'est pas la première fois que Goma tombe, et comme j'aime à le dire, ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que dans les jours à venir, nous allons récupérer nos territoires. Et lorsqu'à l'époque, par exemple, le Premier ministre Matata, qui se vante jusqu'aujourd'hui d'avoir récupéré Goma et d'avoir mis fin au M23, qui ont surgi 2 jours après, lorsqu'il se vante d'avoir mis un terme à cette prise de Goma, entre guillemets, on se pose la question comment? Je me rappelle que ça a été un dialogue sous l'égide, encore une fois, de puissances étrangères, sous l'égide, encore une fois, des pays étrangers. Et on se rappelle de l'accord qui est décrié jusqu'aujourd'hui, qui a été signé, et on connaît ce qui s'est passé, d'accord? Donc voilà, c'est pour dire que si les instruments de droit international existent, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des instruments au niveau international, ce n'est pas pour rien qu'il y a des offices au niveau international, ce n'est pas pour rien que la République démocratique du Congo a ratifié justement des traités, des accords et des conventions. Ça veut dire que ce sont des instruments que l'on doit utiliser en temps voulu. Et ceci est le moment, ceci est le temps où nous avons à faire recours à tous ces instruments qui sont à notre possession. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que c'est comme un avion, c'est comme un oiseau qui vole, il faut les 2 ailes. Alors, bien évidemment, il y a la politique intérieure, il y a la sécurité qui doit être garantie justement par les forces armées de la République démocratique du Congo, et ça, nous le faisons.
Nous l'avons fait pendant de longues années et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas dans le secret de dire, mais j'ai entendu le président Tshisekedi dire qu'il y a eu beaucoup de traîtrises, qu'il y a eu beaucoup de choses qui peuvent être classées aujourd'hui secret militaire. Et ces choses-là ont fait que Goma tombe, ces choses-là ont fait que Bukavu tombe, mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité. On récupérera nos territoires demain, après-demain, dans 2 jours, dans 1 semaine, on finira par les récupérer parce qu'il faut dire que ce qui se passe en ce moment à Goma et à Bukavu est atroce, c'est abject ce que nous sommes en train de voir. Ce que nous sommes en train de voir, c'est qu'on est en train de tuer enfants, jeunes, chaque jour, et on compte nos morts par centaines, par dizaines et par milliers. Et ça, c'est de crimes contre l'humanité, de crimes dont se rendent coupables M. Kanyuka, M. Kabarebe, M. Kagame et tout ce que vous connaissez. Alors, pourquoi vous pensez justement qu'il ne peut pas y avoir des répercussions positives par rapport à toutes ces sanctions? Moi, je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas y avoir des répercussions. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'il faut plutôt regarder la politique intérieure. Vous savez, quand il y a l'échec au niveau de la sécurisation du peuple congolais, il ne faudrait pas tenter de banaliser le fait que Goma est prise. À l'époque, vous avez cité le président de mon parti politique, le LGD, Matata Ponyo-Mapon, qui avait réussi à vaincre le M23. Par contre, à cette époque-là, vous connaissez l'histoire, vous avez affirmé sur ces plateaux, Matata Ponyo-Mapon était parti au front. Il était arrivé jusqu'à Bunagana. Si vous vous rappelez, si vous n'avez pas ces détails, je pense que vous pouvez rajouter sur votre connaissance de l'histoire. Il est parti jusqu'à Bunagana. Dites-moi, depuis que la bataille a commencé, quelle autorité congolaise est partie à Bunagana? Le fait d'aller là-bas sur place, ça peut changer la situation? S'il vous plaît, laissez-moi... non, j'ai répondu justement par rapport à ce que vous dites pour que les téléspectateurs comprennent. Je vais vous dire pourquoi ça change la situation. Vous savez, les leaderships est ravivé au contact des personnes qu'on lead. Si un leader est hors sol, il n'arrive pas à convaincre. Et dans un état comme ça, dans une situation comme ça, il faille que les leaders qui se réclament comme tels puissent aller au contact des militaires. Le ministre de la Défense s'est rendu à Béni. Non mais écoutez, il est en train de faire une ronde. Écoutez, on est dans un contexte où certaines personnes, quand vous les évoquez, ce n'est pas la gentillesse qui est attachée à leur nom. Il ne faudrait pas citer le ministre de la Défense. Par rapport à ce qu'il occupe comme rang, on lui doit du respect, nous sommes d'accord, mais vous savez que ce n'est pas un fait mobilisateur. Son dernier discours nous montre, son dernier plagiat du discours nous montre qu'il n'a pas pu être en mesure de mobiliser avec ses propres mots. Donc, comprenez que nous n'avons pas, en ce moment, besoin forcément de rappeler tous les tares et toutes les incompétences qui se retrouvent aujourd'hui dans le gouvernement congolais, mais il faudrait plutôt est parti jusqu'à Bunagana. C'est parce qu'il était parti sur place qu'il y a eu le retrait de... On aimerait qu'aujourd'hui les acteurs ou les gouvernants qui sont à Kinshasa aujourd'hui puissent aller voir nos compatriotes qui sont dans cette partie de la République, les réconforter. On aimerait ça. C'est ça, s'occuper du peuple congolais. Ce n'est pas aller à tout moment, dans toutes les chancelleries du monde, réclamer des sanctions. À quel prix? Il faut voir. Si on doit interroger à quel prix ces sanctions ont été arrachées, vous allez comprendre que les caisses de l'État ont saigné. Et nous savons, derrière, il y a beaucoup de lobbyistes qui ont œuvré pour que ces sanctions puissent venir. Mais à quel prix? Il faudrait faire en sorte que notre politique intérieure puisse être solidifiée pour que nous ne puissions pas être obligés de quémander des sanctions. Je vous reviens, Monsieur Bryant. C'est vrai que votre co-débatteur a quand même insisté sur le fait que la politique intérieure du pays est plus importante par rapport à cette situation de l'Est, mais nous constatons aussi quand même une sorte d'avancée un peu plus rapide des rebelles. De plus en plus, ils avancent. Est-ce que les FARDC ont baissé la garde ou bien c'est une stratégie, une politique intérieure justement, comme le demande votre co-débatteur, une stratégie pour renverser l'ennemi? Alors, vous aurez dû noter avec moi, je pense, que mon co-débatteur ne répond pas à vos questions. Vous avez posé 2 questions. Est-ce que la diplomatie congolaise est en train de marcher? À cette question, je n'ai pas entendu de réponse. La deuxième question, pourquoi les sanctions qui ont été prises contre toutes ces personnes ne sont-elles pas à l'avantage du Congo? Ou alors sont-elles à l'avantage du Congo? Et est-ce que ça, c'est positif? Et moi, je n'ai pas entendu de réponse. Je ne sais pas si vous en avez entendu. Mais de toute façon, c'est un peu ça, la théorie maintenant, c'est de parler de leadership. Il faut noter que dans notre pays, le Premier ministre,
en tant que Premier ministre, tout Premier ministre qu'il est, il n'est rien dans la chaîne de commandement de l'armée. On a le président de la République qui est le commandant suprême des forces armées. On a les chefs d'état-major qui est les chefs opérationnels. On a le ministre de la Défense qui est le chef administratif de l'armée. Un Premier ministre n'a rien à aller chercher au front si ce n'est du populisme. Ne revenons pas sur ces choses-là. Alors aujourd'hui, le FARDC ont perdu une bataille, mais pas une guerre. Aujourd'hui, nous avons été trahis, poignardés dans le dos. Il y en a qui ont quitté le champ de bataille sans se battre. Il y en a qui ont fui. Il y en a qui ont pris le canot à la première opportunité, ils ont quitté. Alors que si aujourd'hui on comptabilise, d'ailleurs avec beaucoup de regrets, beaucoup de morts à Goma, c'est parce que le résistant de Goma, le Wazalendo, le FARDC se sont battus jusqu'à leur dernier souffle de vie. Et la plupart d'entre eux ont été soit capturés, d'autres ont été tués. Lorsqu'on en est arrivé à Bukavu, c'était autre chose. Pour la plupart, ils ont refusé de se battre. Dieu sait pourquoi. Les chefs de l'État, l'armée, le service savent ce qui s'est réellement passé. Mais ça ne veut pas dire que notre armée a baissé la garde. Ça veut simplement dire qu'il y a de loups dans la bergerie. Ça veut tout simplement dire qu'il y a quelques éléments des FARDC qui ont trahi ou qui n'ont pas respecté leur serment. Parce que vous savez, lorsqu'on va dans l'armée, on fait le serment de sa vie. L'armée, c'est un don de soi. Et certains n'ont pas respecté ce serment-là, certains ne sont pas allés jusqu'au bout de l'effort. Et ça, c'est fort dommageable. Il faut le dénoncer. J'estime, et le président Tshisekedi l'a dit, viendra le moment de la refonte totale de l'armée. La restructuration, c'est très importante en ce moment. Elle est superbement importante. C'est même, je veux dire, c'est un catalyseur pour l'instant parce que nous sommes dans une situation très compliquée. Il faut restructurer l'armée parce que vous savez que notre armée, elle est infiltrée. Ça, tout le monde le sait et tout le monde le dit. Pourquoi elle est infiltrée? Parce que pendant de longues années, nous avons accepté ce qu'on appelle ici le mixage et brassage. Ça veut dire tout simplement que lorsque on commence à nous attaquer, on va quelque part au Rwanda signer des accords. Et je suppose que Matata Mponi en sait quelque chose. Parce qu'en 2012, il était là, il était Premier ministre. Les accords qui ont été signés sous l'égide de Olusegun Obasanjo, ces accords-là disent quoi concrètement? Combien de Rwandais, combien de moutons noirs, combien d'infiltrés avons-nous mis dans notre armée et à quel rang et à quel niveau? Cette restructuration risque de prendre aussi du temps. Pourtant, nous avons la situation là devant nous. C'est pour ça. La situation, elle est préoccupante. Et c'est très déplorable. Ça peut prendre du temps. Et c'est très déplorable. J'aurais voulu que ça arrive. Le président a dit que ça devrait arriver depuis 2022. J'aurais voulu que ça arrive un peu plus tôt que possible. Mais vous savez, lorsque vous trouvez un système mis en place, lorsque l'ennemi a l'idée, lorsqu'il a une vision, lorsqu'il veut vous infiltrer, il ne fait pas les choses à moitié. Ça a commencé depuis 1997. Lorsque vous êtes arrivé avec la FDL, rappelez-vous qui était chef d'état-major de ce pays, c'est James Kabarebe. Que savez-vous de ce qu'il a fait dans l'armée? Que savez-vous de ce qu'il a laissé comme mine derrière lui? Ça veut dire que nous sommes dans un système très très complexe. Ça peut prendre le temps d'être démantelé et malheureusement c'est comme ça. Monsieur Tshimanga, j'aimerais quand même que vous puissiez réagir par rapport à ce que venait de dire votre co-débatteur. Il a cité l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, votre président national du parti LGD. Qui ne serait pas en quelque sorte aussi bon élève, parce que vous l'avez évoqué par rapport à la situation de l'Est. Si Matata dans ce pays n'est pas bon élève, qui serait bon élève? Vous savez, avant Matata, puisqu'il faut qu'on parle de Matata, Matata n'est plus Premier ministre depuis 2016. Mais son nom ne quitte pas les esprits des Congolais. Vous savez pourquoi? Avant lui, il y avait instabilité au niveau du cadre macroéconomique. Après lui, il y a instabilité. Avant Matata, c'était le déluge. Après Matata, c'est le déluge. Posez-vous la question pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu jusqu'ici un Premier ministre comme lui. Il y a eu beaucoup de Premiers ministres après lui, mais plus personne n'en parle. Et je pense que certains ont même oublié les noms de ceux qui sont venus après lui. Pourquoi? Ils n'ont pas laissé même une once de qualité dans la gouvernance. Puisqu'il faut qu'on parle de Matata. Matata aujourd'hui n'est pas dans les querelles des chapelles. Comme on peut le voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a un ping-pong entre un camp et un autre camp. Matata n'est pas dans ça. Matata est en train de penser l'avenir de ce pays. Il a pensé l'avenir, il le met dans les ouvrages, les tout derniers, et dans les secrets, comment il a fait pour stabiliser le cadre macroéconomique. Vous pouvez lire si vous avez du temps. Vous comprenez pourquoi on parle de Matata. Matata, c'est les bons élèves de tous les premiers ministres. Ce n'est pas pour rien que le Congolais appelle les premiers de premiers. Il n'y a pas eu de premiers ministres qui ont eu des résultats
plus que Matata. Ça aussi, c'est l'histoire. Il faut enseigner à nos enfants cette histoire-là. L'histoire glorieuse du pays ne peut pas s'écrire sans citer le nom de Matata. Impossible. Parce que jusqu'ici, on n'a pas encore eu la qualité du travail, la qualité de la gouvernance, comme on l'a eu à l'époque. Madame, pour revenir à ce que notre compatriote disait, il faudrait qu'on puisse faire attention, nous, les acteurs qui sont appelés, qui sommes appelés à pouvoir prendre la gouvernance de ces pays dans quelques années. Vous voyez? Parce qu'il ne faudrait pas épouser une rhétorique des pleurnichards. C'est jamais la responsabilité de ces gouvernements. C'est toujours, on cherche, c'est telle personne, c'est autre personne. Et je n'ai pas entendu la responsabilité ou la responsabilisation du chef de l'État. C'est toujours, ce n'est pas lui, c'est parce qu'il y a eu brassage, mixage, mais ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir. Et rien n'est fait. On attend toujours la réponse rigoureuse. Après la prise de Goma, on attend la réponse rigoureuse. Jusqu'ici, je peux vous poser la question, je sais que je n'ai pas le droit. Qu'est-ce qui a été fait pour récupérer Goma jusqu'ici? Qu'est-ce qui a été fait sur le plan militaire, sur le plan politique? Qu'est-ce qui a été fait? Il y a l'enrôlement massif, non, mais écoutez, par exemple, qui a été lancé. On ouvre la voie aux jeunes pour intégrer l'armée. On va nous dire, vous savez, pour qu'un militaire soit en mesure de combattre, il lui faut minimum 6 mois de formation. Minimum 6 mois de formation. Vous voulez que les habitants de Goma attendent 6 mois minimum pour être libérés? Il n'y a rien qui a été fait jusqu'ici. Il ne faudrait pas qu'on puisse ménager et caresser le président de la République dans le sens du poil. Il ne devrait pas perdre Goma. C'est ça en fait. On l'a donné la responsabilité de sécuriser le peuple congolais. Il a perdu Goma. Quand ils ont fait l'échange des symboles du pouvoir avec le président honoraire, on l'a légué un pays entier. Bounaga n'était pas prise. Goma n'était pas prise. Il a échoué dans sa mission. Il doit tirer les conséquences. Et vous savez pourquoi il faut être rigoureux avec le président de la République? C'est parce qu'il a juré sur la Constitution de protéger la République, de protéger la nation. Il n'a pas réussi à le faire. Il faut le dire. Il ne faudrait pas chercher les boucs émissaires partout. Non, c'est parce qu'il y a eu brassage. Non, c'est parce que tel nous agresse. C'est parce que tel... Et on est dans le posture de pleurnichard pendant qu'on est en train de perdre du terrain. Et pendant qu'on parle, on ne sait pas combien de Congolais sont morts. Et c'est là que vous allez nous dire, non, on attend les sanctions, que la communauté internationale puisse nous aider. Et en attendant la réponse rigoureuse, on ne voit toujours pas. On va rapidement passer bientôt à la prochaine thématique. Je vais vous donner peut-être 30 secondes, réagir rapidement et puis on va passer à la prochaine thématique. Non, mais ma réaction serait de préciser que je n'ai pas l'habitude, pour ce qui me regarde un peu à la télé, j'ai pas l'habitude de passer sur des plateaux de télévision pour parler des noms de gens. On a évoqué Matata Mponyo ici en tant qu'ancien Premier ministre et c'est sur ça qu'on était en train de discuter justement pour ses responsabilités dans le passé. Mais maintenant, après, j'entends beaucoup d'obscurité ici où on est en train de vendre la personne de Matata comme une personne providentielle, comme un petit dieu. Moi, je suis économiste de formation. Je connais un peu la différence entre la stabilité réelle et la stabilité nominale. Pour un Premier ministre qui a battu record de longévité, lorsqu'on nous laisse une certaine stabilité, que ce soit sur le marché de change ou que ce soit sur le cadre macroéconomique, cette stabilité devrait durer dans le temps. On nous a laissé un château de cartes qui s'est écroulé 3 semaines après. Il faut qu'on évite ici de faire l'éloge de quelqu'un qui, s'il est beaucoup plus sincère avec lui-même, il sait qu'il n'est pas aussi bon élève, aussi blanc que neige comme on veut le vendre. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'à aucun moment, je ne ménagerai le président de la République sur les responsabilités qui sont siennes. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt que la réforme de l'armée aurait dû intervenir beaucoup plus tôt. Parce qu'effectivement, c'est de la responsabilité du président de la République. Mais cette responsabilité du président de la République, c'est de les laisser aller au bout de sa logique. C'est de reconnaître aussi, lorsqu'il est en train d'engranger des victoires, soit-elles de victoires d'étape. Lorsque, par exemple, les instruments internationaux sont en sa faveur et que vous ne voulez pas le reconnaître juste par oppositionnisme, ça c'est aussi un problème. Donc, le président Tshisekedi, il a dit qu'il donne chance justement à l'aspect ou au facteur plutôt diplomatique de choses. Et nous avons vu que le ministre des Affaires étrangères, par exemple, de l'United Kingdom, le Royaume-Uni, était à Kinshasa. On a vu les sanctions de l'Union européenne. On a vu toutes ces choses qui sont en train de tomber, qui vont dans le sens de consolider la diplomatie telle que le veut le président de la République. Parce qu'il faut noter qu'à Goma, nous avons aussi évité le carnage. Et ça, on le sait. Vous êtes journaliste, vous êtes en train de compter le mort à Goma. Si nous continuons à nous battre à Goma, nous allons perdre encore plus de gens. Et c'est pour ça que nous, ayant la responsabilité de protéger les populations, quand je dis nous, je parle de nous Congolais,
c'est nous qui protégeons les populations congolaises. Parce que nous nous battons sur les territoires congolais. Et donc nous avons obligation de protéger les populations congolaises. Les instruments juridiques les instruments diplomatiques sont en train de faire aujourd'hui leur écho et nous espérons que cela va aboutir. Mais Tshisekedi l'a dit, si la diplomatie ne marche pas, de gré ou de force, nous allons récupérer nos terres. Et donc, il faut encore laisser les temps au temps. Je vais vous donner 30 secondes aussi parce que je voulais réagir rapidement. Mais vous savez, on reprend les éléments de langage du gouvernement, mais on veut se mettre dans une posture où c'est les Congolais. Écoutez, assumez-vous. Moi, je ne suis pas rwandais. Assumez-vous. 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 Si vous avez un camp politique, assumez-le. J'ai été candidat, les gens savent où j'étais. Non, mais écoutez, voilà. Mais vous savez, il ne faudrait pas continuer à jouer à cache-cache. J'ai été candidat. Il a dit qu'il était analyste. J'ai été candidat. Non, je pense que c'est suffisant. Je peux aussi dire qu'il est soutien de Félix Tshisekedi. On ne va pas le tuer pour ça. S'il vous plaît. On est dans un pays de liberté. Sauf que moi, je ne suis pas obséquieux. Mais en même temps, il faudrait qu'on puisse prendre au sérieux cette question. La tendance avec les Congolais qui sont à l'Union dite sacrée, c'est de pouvoir dédouaner à tout prix le président de la République, lui trouver des excuses. Il a échoué sur la sécurisation du peuple congolais. Il faut le lui dire en face. Il n'a pas pu respecter les serments qu'il a jurés devant les Congolais. C'est gravissime ça quand même. Et le président n'est pas capable de sécuriser les populations. On l'a légué un pays entier, il l'a perdu. Vous voulez qu'on dise quoi? Non, c'est parce qu'il y aurait d'infiltration, c'est parce qu'il y aurait tel. Écoutez, il a eu 6 ans pour démanteler les infiltrations. Il n'a rien fait. On attend la réponse rigoureuse et on ne voit toujours pas. Et on veut nous faire croire parce que le ministre, qui est le propagandiste en chef, a trouvé les éléments de langage pour nous dire non, on a voulu protéger la population civile. Si vous avez voulu protéger la population civile, il fallait pas permettre que Bunagana soit prise. Et vous savez, madame, on n'a pas oublié, c'est l'histoire, vous avez évoqué l'histoire. Pendant que Bunagana a été prise, vous savez qu'est-ce que Kinshasa faisait ici? Si vous vous rappelez, on était au processus de Luanda et de Nairobi. On était en train d'organiser les Jeux de la francophonie. Non, on était surtout à Nairobi. Ouais, on était en train d'organiser les Jeux de la francophonie. On était à Nairobi. Mais écoutez, le président était en train d'aller assister au match de football. Il était très à l'aise. Vous comprenez? Il y avait un processus de Luanda, mais c'est Chimanga. Écoutez, il était en train d'aller passer au match de football. Il se mettait en posture des gardiens de but. Vous comprenez un match pour la paix. Non, mais écoutez, où on a récolté beaucoup d'argent pour les enfants mais à Goma. Vous pouvez me dire quelle retombée? Est-ce que ces matchs a permis que Goma ne soit pas prise? C'était pas l'objectif. L'objectif c'était de collecter le fonds. Il ne faut pas confondre les choses. Mais écoutez, l'objectif c'était de collecter le fonds, pas de finir la guerre par un match. Non, mais écoutez, il faudrait faire l'effort de ne pas dilapider la caisse de l'État. L'État a dépensé combien? 0 centime. On va passer à la deuxième thématique. S'il vous plaît, chers messieurs. Il faut trouver des informations. S'il vous plaît, on va passer à la deuxième thématique, mesdames, messieurs. On va parler, c'est d'ailleurs une thématique qui va presque en tout cas dans le même sens que la thématique sur la question de la sécurité, plausible formation de ce gouvernement d'union nationale que le chef de l'État a annoncé. On va revenir en images sur cette rencontre du président de la République avec les députés et sénateurs de l'Union sacrée, aussi le cadre de l'Union sacrée en général. Ne soyez pas étonnés dans les jours prochains, parce que je compte charger mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Donc voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire « mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi ». Celui qui acceptera de prendre la main sera le bienvenu et nous discuterons peut-être, on verra bien, pourquoi pas, de la composition d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à cela. Ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Alors de retour sur ce plateau, vous venez de suivre justement cette rencontre du chef de l'État avec l'Union sacrée. Il a exprimé
sa volonté de pouvoir mettre en place un gouvernement d'union nationale, on va le dire comme ça. C'est comme ça qu'on parle justement de plausible formation. Ça peut ou ne pas arriver, ce gouvernement d'union nationale. Mais curieusement, cette sortie médiatique du chef de l'État coïncide aussi avec la sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Avant d'aller plus loin dans le débat sur cette question, je commence par vous, monsieur Tshimanga. Est-ce que vous étiez surpris par rapport à cette sortie médiatique de l'ancien chef de l'État, ou soit peut-être que vous y attendez par rapport au contenu et même au temps choisi? Vous savez, tous les Congolais ont le droit de prendre la parole quand ils le souhaitent. L'ancien président de la République a la liberté de pouvoir prendre la parole. On a tous vu sur les réseaux les propos qui sont attribués à Joseph Kabila. Oui, il a le droit de pouvoir prendre la parole, tout comme nous aussi, nous avons le droit de prendre la parole. La preuve, nous le faisons sur ces plateaux. Je ne suis pas membre de son parti politique, je suis membre du LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement. Nous sommes pas dans la posture d'envenimer les querelles intestines. Nous ne sommes pas dans une posture de pouvoir participer aux querelles de chapelle. Donc vous comprenez que nous sommes préoccupés plutôt par la volonté d'apporter une solution viable pour sortir de la crise. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer aux éventualités de 2028. Monsieur Ben, je vais vous prendre également sur la même question. Est-ce que vous vous attendez à cette sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avec tout le contenu qui va avec? Non, honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que il fasse cette sortie médiatique-là. Kabila, le président Kabila, nous le connaissons comme un taiseux, nous le connaissons comme quelqu'un qui ne parle presque jamais. Et ce qui m'a étonné, c'est d'abord déjà qu'il prenne parole, mais aussi c'était encore plus étonnant qu'il prenne parole à partir de l'Afrique du Sud et qu'il dise tout ce qu'il a dit. Qu'on lui attribue, bien évidemment, parce que c'est une tribune, mais on ne lui attribue pas tort. C'est son, je sais pas, son conseiller en communication ou sa conseillère qui a partagé cette tribune, et personne jusqu'à l'instant n'a ne serait-ce que nier ou réfuter le propos que l'on attribue au président Kabila, qui sont d'autant plus graves, parce qu'il faut quand même souligner que Kabila n'est pas comme moi, hein. Kabila a été président de ce pays et il a ce qu'on appelle un droit de réserve, d'accord. Il y a une loi sur les anciens chefs d'État, les anciens chefs de corps, qui impose au président Kabila un droit de réserve. Et à bien d'égards, il a brisé ce droit de réserve, il a violé ce droit de réserve, et il a dit des choses qui sont pour le moins scandaleuses. Scandaleuses parce que quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, avec tout ce que l'on sait, moi j'étais au front pacifique, parce que je l'ai toujours été. J'étais dans un mouvement citoyen que j'ai dirigé à l'époque. J'ai vu des visus, les affres du régime Kabila. J'ai vu des gens tomber sur des balles de Kabila. Aujourd'hui, que Kabila traite les autres de tyrans et qu'il considère par exemple que ce régime est plus tyrannique que le sien, c'est quand même inquiétant. Mais encore pire, qu'il accepte de légitimer le M23, qu'il accepte de ne pas condamner surtout le M23 et tout le malheur que le M23 est en train de poser au peuple congolais. Aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est un scandale énorme, et ça doit être dit. Mais en plus d'être dit, il faut condamner avec la plus grande énergie. Il ne faudrait pas prendre une posture encore, je sais pas moi, équilibriste, pour dire qu'on ne va pas participer aux querelles intestines. Il ne s'agit pas ici d'une querelle, il s'agit d'une position prise publiquement par une personnalité importante du pays, qui puisait est un ancien président de la République, et en plus de cela, qui a brisé son droit de réserve. Et donc il faut le dire avec toute franchise, il faut le dire avec tout le courage du monde, ce qui a été dit par le président Tshisekedi dans la tribune qui lui est attribuée. J'ai dit président Tshisekedi, non. Ce qui a été dit par le président Kabila dans cette tribune qui lui a été attribuée, c'est tout simplement scandaleux. Et je pense que le moment pour lui a été très mal choisi. Peut-être simplement qu'il est venu à la rescousse de l'AFC de Corneille Nangaa, qu'il est venu à la rescousse de l'AFC qui est en très mauvaise posture, l'AFC qui est en train de perdre sur le plan de la vérité, parce qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que c'est des terroristes qui tuent et qui pillent le minerai de la République démocratique du Congo. Alors je vais prendre aussi monsieur Tshimanga. C'est vrai que vous avez dit que vous vous y attendez, peut-être pas par rapport à cette sortie médiatique, ou encore vous vous y attendez, mais Joseph Kabila s'exprime et ça coïncide justement que le président de la République prône la formation de ce gouvernement d'union nationale, plausible formation. Est-ce que, simple coïncidence, est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir, voir peut-être l'ancien chef de l'État aussi, pourquoi pas, dans ce gouvernement? Non, mais écoutez, je ne veux pas
lire dans la boule de cristal, c'est pas dans mes habitudes. Je ne vois pas pourquoi je commenterai les propos du chef de l'Union du Sacré qui a parlé à son parti, à ses soutiens, parce qu'il n'a pas parlé aux Congolais, il a parlé à sa famille politique, il a parlé aux Congolais qui ont choisi l'Union du Sacré comme étant leur famille politique. Je ne vois pas pourquoi je vais commenter les propos. S'il avait parlé aux Congolais, j'allais peut-être en dire un mot. Là, il a parlé aux acteurs politiques, membres de sa famille politique, qui sont aussi des Congolais, je reconnais. C'est votre ancien collaborateur, vous avez travaillé ensemble avec l'ancien Premier ministre Matata Ponyo à l'époque. Monsieur Kabila était président de la République. Est-ce que le fait pour lui de sortir de son silence aujourd'hui, ça peut présager un nouveau vent au sein de la classe politique de manière générale? Bon, j'ai bien entendu, vous avez dit que c'était un ancien collaborateur. Il faudrait dire l'ancien collaborateur ou l'ancien président. Pendant cette période, Matata Ponyo Mapon était dans la famille politique de l'ancien président de la République. Je suis membre du LGD. Le LGD a existé depuis 3 ans. Et à cette époque-là, Matata Ponyo avait déjà quitté très longtemps le bateau qui conduisait le président honoraire. Matata Ponyo Mapon a quitté son parti politique depuis 2016. Et le LGD, mon parti politique, existe depuis 3 ans. Il ne faudrait pas imputer le parcours de Matata Ponyo Mapon au LGD, même s'il est président du LGD. Il faudrait faire la part des choses. Nous ne sommes pas sur la ligne du PPRD, nous sommes LGD, nous avons une vision politique, nous avons une orientation politique que nous sommes en train de suivre, et en ce moment nous sommes en train de préparer les solutions pour sortir de la crise. Et ces solutions-là passent par un dialogue, et ces solutions-là passent par une cohésion nationale qui doit être pensée, créée avec les réelles intentions et avec une sincérité de faire réellement une cohésion nationale, pas une cohésion nationale pour pouvoir esquiver ses responsabilités. Parce que vous parlez de cohésion nationale, vous parlez de dialogue, visiblement, vous êtes partant par rapport à la formation de ce gouvernement d'union nationale qui va inclure l'opposition tout comme la majorité aussi. Non mais écoutez, il n'y a aucune solution de sortie de crise qui pourra se faire sur la voie armée. Nous savons dans quelles conditions notre armée est. Nous savons que la politique que le président Félix a menée jusqu'ici n'a pas permis à ce que Goma ne soit pas prise. Donc la solution militaire est carrément une solution qui pourra peut-être pas apporter la sortie des crises. Et nous, en tant que parti politique, nous estimons qu'il faille interroger les causes profondes de la crise autour d'une table. Et sur cette table-là, le LGD est prêt à s'y asseoir. On peut s'attendre à ce que l'ancien Premier ministre soit membre dans ce gouvernement d'union nationale? Écoutez, Matata Ponyo Mapon a de l'expérience dans la gestion de la chose publique. Matata Ponyo Mapon a été ministre de Finances, il a été Premier ministre, il a l'expérience pour pouvoir diriger ce pays. C'est dans cette optique-là que le LGD l'avait présenté comme candidat président de la République. Il n'a pas pu obtenir la confiance des Congolais. Il est au service de la République. La République a constamment besoin de lui parce qu'il a l'expertise, il a le savoir qui lui permettra de pouvoir être au service de la République. Alors je vais revenir vers vous, Monsieur Bryant. Gouvernement d'union nationale, quel format doit avoir cette équipe? Non, il faut d'abord commencer par dire que si j'ai un avis à donner sur la question, c'est de demander à ce que ce soit un gouvernement de personnes compétentes d'abord, si jamais ça arrivait. Il faut que le choix, parce que j'ai entendu le président Tshisekedi dire qu'il était un tout petit peu déçu ou peut-être même très déçu de l'Union sacrée. Ou alors du comportement de certaines personnes dans l'Union sacrée. Cela voudrait dire que aussi longtemps que le choix sera complaisant, aussi longtemps que le choix sera guidé par l'intérêt politique, aussi longtemps que le choix sera peut-être guidé par des intérêts moins objectifs, il n'y aura que de regrets. Donc s'il faut corriger les tirs, ça voudrait dire qu'il faudrait commettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, je suppose que le président de la République a les meilleurs instruments que moi pour désigner ces personnes-là, chacun qui le souhaite, pour les résultats que lui-même connaît. Ce que je pense simplement, c'est que mon ami en face doit tirer très attention parce qu'il s'est présenté sur le plateau comme étant communicant du LGD et on voit qu'il parle beaucoup du président de son parti. Moi, j'ai eu écho que son parti et certains autres partis de l'opposition auraient rejeté la main tendue du président. Donc s'il dit le contraire sur ce plateau, ça risque de lui créer beaucoup de problèmes. Donc il faut tirer attention sur ces choses-là. Non, je ne pense pas que vous êtes mésinformé à propos de ma partie, plus que moi. Non, s'il vous plaît. Au cas où, j'ai dit, c'était juste un petit conseil d'amis. Mais
ce que moi je pense, c'est que toute personne serait le bienvenu dans un gouvernement de coalition nationale, de cohésion nationale. Surtout parce que la République démocratique du Congo, depuis qu'elle a été République démocratique du Congo, ou depuis qu'elle existe en tant que pays souverain, aucun parti n'a jamais dirigé seul. Vous vous rappellerez que même Mobutu, dans sa totalité du pouvoir, il a toujours partagé avec certains opposants. Par moments c'était Etienne Tshisekedi, par moments c'était Kengo Adondo, par moments c'était Karl Mouskaïband. Et donc ça veut dire que notre pays, ça a toujours été un pays de consensus. Ça veut dire que à chaque fois que besoin se présente, nous trouvons toujours un moyen de nous réunir autour de la table, de discuter, et nous trouvons toujours un moyen de mettre de côté nos égos, c'est-à-dire nos petites personnes, pour mettre en avant la République. Donc je considère que toute personne humaine, sérieuse, mais surtout tout politique qui se considère être un homme d'État, ne devrait pas considérer un gouvernement, une proposition de gouvernement d'union nationale, surtout dans un moment comme celui-ci où la crise est à son pic. On ne devrait pas considérer cela comme une perche tendue pour participer à la gestion ou se gonfler le poche, ou simplement pour se faire piéger d'une quelconque manière. Mais ça va faire revenir sur la table la question du dialogue. On se rappellera toujours de cette interview du chef de l'État qui disait qu'il ne voyait pas la nécessité de pouvoir aller en dialogue au sein de la classe politique. Est-ce qu'on peut dire qu'alors que la situation sécuritaire dans l'Est devient de plus en plus préoccupante, on doit mettre sur la table cette question de dialoguer entre Congolais? Il faut toujours contextualiser les choses. Nous sommes à l'aube d'une élection, on va à une élection, il y a un parti qui décide de ne pas aller à cette élection, qui boycotte l'élection, comme l'a fait l'UDPS d'ailleurs en 2006. L'UDPS a décidé de ne pas aller aux élections. Un autre parti a décidé de ne pas aller aux élections de 2018. Et donc c'est tout à fait normal que le président, dans un contexte électoral où le Congolais ont parlé par les urnes, d'ailleurs mon ami en face qui reconnaît que son candidat n'a pas bénéficié de la confiance des Congolais à cette époque-là, il n'y avait pas lieu d'aller à un dialogue pour des raisons qui ne tenaient pas la route. Maintenant, si l'ensemble de la classe politique s'accorde sur le fait qu'il faut que l'on dialogue, parce que j'ai entendu ici qu'il y a de crises profondes, il y a la politique interne ne marche pas, tout ça. Voilà, maintenant si bon nombre d'entre nous s'accordent sur le fait qu'il y a nécessité de se retrouver autour de la table, puisque le pays n'appartient à personne, puisque c'est la République de tout le monde, pourquoi pas? Alors, M. Chimanga, le LGD va finalement accepter l'appel au dialogue, parce que quand on parle de gouvernement, de formation de gouvernement d'union nationale, certainement qu'il pourra-t-y avoir de consultations. Le président de la République pourrait consulter la classe politique. Est-ce que le LGD se dit finalement favorable par rapport à l'idée d'un appel à la cohésion nationale, d'un appel au dialogue? Mais écoutez, notre parti politique, peut-être pour rafraîchir notre très cher compatriote qui n'a peut-être pas suivi les infos durant ces quelques semaines, le parti politique LGD a été consulté par la CENCO. La position du parti politique LGD est connue. C'est officiel que nous sommes inscrits dans les démarches que la CENCO est en train de proposer aux Congolais du dialogue. Et donc, si vous avez parlé avec un certain Congolais qui estime que le parti politique de l'opposition ne serait pas en mesure de pouvoir se mettre autour d'une table, ça serait des informations qui sont erronées. Accepter peut-être d'être consulté, de se faire consulter par le chef de l'État. Mais écoutez, nous avons accepté que les prêtres viennent dans nos locaux pour écouter ce que nous avons à dire. Parce qu'on ne dirige pas la République dans les extrêmes. Nous sommes un parti politique républicain. Nous savons que la meilleure solution actuelle, c'est de sortir des crises, c'est une solution qui passera par un dialogue. Et l'idée du dialogue aujourd'hui, il faut que les Congolais se parlent. Il y a eu beaucoup de frustrations. Même si on veut faire semblant que le président de la République n'a pas dit à la moindre escarmouche, je partirai au Rwanda, à la moindre escarmouche, je ferai ceci, même si on veut faire semblant qu'il a promis aux Congolais qu'il allait s'installer à Goma, même si on veut faire semblant de tout ça, les Congolais n'ont pas oublié ces paroles. Les Congolais n'ont pas oublié ces paroles et qui sont les promesses de Cascon qui n'a pas pu réaliser. Donc vous comprenez que les Congolais, en sachant tout ça, on se dit ok, d'accord, il y a eu des frustrations. Cette fois, il y a la crise. Il faut interroger les causes profondes qui nous ont amenés à la crise. Et les cadres qui pourra le permettre, c'est un dialogue entre les Congolais. Et ça, c'est la position officielle du LGD. Et notre président national l'a répété sur les ondes de TV5 Monde. Et j'invite notre compatriote à aller suivre. Il pourra peut-être se rendre compte que les LGD a une position claire. Les LGD est pour que les Congolais se parlent,
les LGD et pour que les Congolais développent la capacité de pouvoir parler, parce que nous avons un président de la République qui n'a pas investi dans la construction de la cohésion nationale. Et ses paroles ont toujours, à chaque fois qu'il parle, avec comme pour intention visiblement de diviser les Congolais. Parce on se rappelle qu'il avait affirmé que quiconque pouvait l'empêcher à pouvoir changer la constitution. On n'en parle plus. Ils sont redevenus sages, vous comprenez? Parce que nous sommes dans une situation où on les avait prévenus qu'il ne faille pas mettre sur la table les questions qui divisent la République. On en est là. Il faudrait que les Congolais se parlent. Il faut que les Congolais puissent dialoguer. Alors, on va épouser les quelques minutes qui nous restent. Je vais d'abord rester avec vous, monsieur Faustin. Vous avez dit quelque chose de très important. Le LGD, visiblement favorable à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Vous n'êtes pas en train d'exclure cette possibilité parce que vous êtes pour que les Congolais dialoguent. Madame, nous sommes pour que les Congolais dialoguent. Je porte la cravate rouge. Les LGD a des compétences. Les LGD, en tant que parti politique, a une vision politique pour ces pays. Et Matata Ponyo Mapon a de l'expérience de la gestion de la chose publique. Il a de la compétence. Il est le premier de premier. Donc vous comprenez que Matata Ponyo aujourd'hui, avec son parti politique, propose qu'il y ait un dialogue. Et comme il est un homme de dialogue, il a mis sur la place publique les idées et les secrets de la gestion économique. Il a mis autour de son dernier livre, il a mis sur la place publique. Vous pouvez lire pour comprendre et vous rendre compte que la compétence est rattachée aux valeurs du LGD. Peut-être une question subsidiaire, parce que vous l'avez dit, bon, on va rester dans la supposition, comme vous avez dit, la première revient au président du LGD, Matata Ponyo, qui pourra se prononcer au moment opportun sur sa participation ou pas dans un gouvernement d'union nationale. Mais dans les cas où le LGD devrait faire partie de ce gouvernement, quel serait votre cahier de charge? Non mais écoutez, le LGD c'est un parti politique, comme je vous dis, qui a une vision, qui a les idées forces, que vous pouvez lire. Il y a notre site internet lgd.cd où vous pouvez aller lire, et ces sites-là vous donnent l'éventail des idées que nous avons dans notre parti politique. Donc vous comprenez que Matata Ponyo Mapon est au service de la République, il a travaillé pour cette République, c'est un enfant de la République. Matata a fait ses études au Congo, il a tout fait au Congo, il enseigne au Congo, il produit des savoirs pour le Congo, il est au service du Congo. Et s'il faut donner des idées, il est à mesure de donner des idées, il écrit les livres pour ça. Merci beaucoup. Messieurs Ben Bryant, c'est les deux dernières questions, en tout cas pour terminer le dialogue d'aujourd'hui. On parle de gouvernement d'union nationale qui va inclure l'opposition, la majorité, peut-être aussi la société civile, pourquoi pas. Mais est-ce que ce sera aussi un gouvernement qui risque d'être élargi aux rebelles? Parce que nous voyons aujourd'hui le M23 AFC Nanga qui exige de pouvoir discuter avec le régime de Kinshasa. C'est que le président de la République refute en tout cas. Est-ce que dans ce gouvernement d'union nationale, avec la démarche des évêques aujourd'hui, la Synco, le pacte social pour la paix qui a consulté presque tout le monde, est-ce qu'on peut s'attendre à la présence de rebelles dans ce gouvernement? Je vais répondre à votre question, mais je sais qu'il y a de plus jeunes qui nous suivent à la maison, et donc il ne faudrait pas qu'ils soient déroutés, parce qu'il en va de l'avenir de ce pays. Le premier de premier dans ce pays, le premier de premier ministre, le premier de premier, c'est Patrice Emery Lumumba, qu'on ne vous dise pas autre chose. Mon ami en face a beaucoup fait l'éloge de son président de parti, et il a beaucoup communiqué pour son parti aussi. Je crois qu'il est dans son rôle, mais il ne faudrait pas torpiller l'histoire. Donc maintenant, pour revenir à votre question, je considère que ces gens-là ne sont plus de rebelles, simplement, c'est les terroristes aujourd'hui. Et alors, pour les terroristes, il n'y a aucune place. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'amnistie, il n'y a pas d'oubli. Je pense qu'il n'y a pas de place au gouvernement pour les terroristes. Et si vous voyez, ce qui donne la force à ces personnes, c'est la quote-part de nos compatriotes qui, peut-être par fatalisme, se rallient à eux. Et ils le font croire ou ils le font donner une illusion qu'ils sont encore acceptables. Vous savez, c'est un peu comme dans certains pays où vous avez l'extrême droite, mais il y a la droite modérée, et parfois la droite modérée donne l'impression que l'extrême droite est tolérable. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ces personnes-là ne sont même pas côtoyables. C'est au fait des... J'ai envie de dire, ça doit être des oubliés de la République. C'est des personnes qui ne méritent que pendaison. Et ça, c'est mon point de vue. Donc, je ne vois pas leur place au gouvernement parce que c'est des terroristes. Quand vous voyez ce qu'ils ont fait à Goma, quand vous voyez ce qu'ils ont fait subir à nos compatriotes, c'est atroce. On ne peut pas imaginer coaliser avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que notre pays a fait le choix
de sortir de ces cycles, de ce carcan infernal. Notre pays a fait le choix de sortir de ces cycles de violence. Nous sommes allés de processus électoral en processus électoral. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est en train de grandir, de s'élever et de marcher. Il ne faudrait pas que quelqu'un, pour une frustration quelconque, s'élève un matin. C'est pour ça, par exemple, que les gens comme Matata Ponyo sont à saluer. C'est pour ça, par exemple, que les gens comme Mouzito sont à saluer. Les gens comme Martin Fayulu sont à saluer. Parce que, en dépit de leur frustration, en dépit de ce qu'ils peuvent considérer ici comme incohérence, comme tard, tout ça, ils n'ont pas fait appel aux armes, ils n'ont pas soutenu de rebelles, ils n'ont pas soutenu des terroristes, parce qu'ils comprennent que la République démocratique du Congo d'aujourd'hui n'a pas de place pour ce genre de choses. Nous avons longtemps souffert avec le RCD, avec les RCD-KML, avec le MLC, et aujourd'hui nous devons prendre une nouvelle dynamique. C'est comme ça que nous avons enchaîné maintenant 4 processus électoraux qui n'ont pas été parfaits. Des élections qui ont été critiquées dans l'interview que l'ancien président de la République a accordée. Alors oui, puisqu'on m'a dit... Il a critiqué ces élections. Puisqu'on m'a dit qu'il a la liberté de prendre parole lui aussi, mais est-ce que véritablement, quand on regarde l'élection de 2006, Jean-Pierre Bema connaît quelque chose jusqu'aujourd'hui? Quand on regarde l'élection de 2006 et qu'on regarde celle de 2018, celle de 2011, qu'est-ce que vous voulez que Kabila nous donne comme leçon aujourd'hui? Quand on sait que c'est lui qui a organisé l'élection de 2018, aujourd'hui est en train de tuer le Congolais, il en est le fossoyeur. Qu'est-ce que vous voulez que Kabila nous dise aujourd'hui? D'accord, il a le droit de parler, puisque qu'est-ce que vous voulez, c'est la démocratie, tout le monde parle, même Ben Laden avait droit à la parole aussi. Donc ce que je pense, c'est que ces gens-là ne peuvent pas intégrer le gouvernement pour donner quel genre de directive, pour offrir quoi au peuple congolais dans la gestion. C'est terrible d'avoir tué des gens et vouloir peut-être les diriger après. C'est tout simplement inconcevable. Donc je pense qu'effectivement, nous allons faire, nous, Congolais, nous allons consommer. Parce que, rappelez-vous déjà, et ça c'est important que je le dise, lorsque moi je suis encore dans le mouvement citoyen, j'ai lancé une campagne que l'on a appelée Yété. Et à l'époque, on demandait de ne pas faire confiance au seigneur de guerre qui s'est présenté aux élections. Parce que je considère qu'un rebelle restera toujours un rebelle. Et ces personnes qui sont d'ailleurs des terroristes n'ont pas de place dans la construction de notre nation. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine Le Duel d'aujourd'hui. Je vais donner 30 secondes à mes invités pour la toute dernière question pour chacun. Monsieur Faustin Chimanga, vous êtes communicant du LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Nous avons suivi toutes vos analyses sur ce plateau. Vous avez vraiment défendu la position de votre formation politique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous mettez d'accord autour d'une même table, c'est-à-dire que vous, le LGD et la majorité au pouvoir? Je n'ai pas entendu votre question. Qu'est-ce qui vous mettrait d'accord? Qu'est-ce qui fera en sorte que vous puissiez vous mettre ensemble sur une même table à discuter avec la majorité au pouvoir? En ce moment, il y a des accords sur beaucoup de plans. La preuve, le LGD n'est pas l'UDPS, et l'UDPS n'est pas le LGD. Donc vous comprenez qu'il y a une différence en termes d'idéologie et nous sommes en crise. Quand il faut dialoguer, c'est pas pour dire que nos points de vue vont être embrassés par les autres ou leurs points de vue vont être totalement embrassés par nous. Il faut dialoguer. Et autour d'un dialogue, il faudrait peut-être retenir certaines idées qui pourraient rassembler. Il faut un dialogue. Alors, je vais vous prendre aussi, M. Ben Bryant. Vous avez dit que vous êtes analyste politique, sans aucune tendance. Est-ce que, en tant qu'analyste politique, il faudrait réfléchir, qu'est-ce qui pourra mettre aujourd'hui autour d'une même table l'opposition et la majorité au pouvoir? Non, je pense que c'est le Congo. Je pense que c'est le Congo. Moi, je suis analyste politique. Je me présente sur ce plateau comme analyste politique parce que je suis du côté du Congo. C'est le Congo. Lorsque ça brûle, lorsque vous avez un serpent dans la cuisine, on ne l'appelle pas à dîner, on lui coupe la tête. Et on peut couper la tête de ce serpent même avec le couteau du voisin. Et maintenant, nous sommes tous dans une même maison, nous sommes tous dans un même bateau et le bateau est en train de prendre l'eau. Il faut, dans un premier temps et en toute urgence, sauver les bateaux qui est en train de couler. Et ce bateau, c'est la RDC. La seule chose qui va tous nous mettre d'accord sur le Congo, c'est la nécessité, c'est le besoin de sauver ce pays et c'est le besoin d'éviter que les erreurs de 1997 se reproduisent. C'est d'éviter qu'on nous place un Rwandais à la tête de ce pays parce que James Kabarebe l'aurait accompagné à partir de Kivu jusqu'à Kinshasa. Il faut éviter que ça arrive. Nous avons besoin de continuer sur la dynamique dans laquelle nous sommes. Ça veut dire qu'il faut, tant bien que mal, avec les difficultés qui sont les nôtres, avec l'apprentissage de la démocratie que nous sommes en train de faire, il faudrait aller de processus électoral en processus électoral et c'est comme ça que nous allons nous perfectionner. Alors, mesdames, messieurs, c'était le duel pour ce nouveau numéro avec Monsieur Ben Bryant, analyste politique. Merci d'être passé. Merci, en face de vous. Monsieur Faustin Chimanga, cadre communicant du LGD. Merci d'être passé. À vous aussi, merci pour toute l'attention que vous nous avez accordée. On va se retrouver prochainement pour un nouveau numéro et ça sera avec le même plaisir.